Sous les chênes anciens du cimetière St. Michael's à Charleston, en Caroline du Sud, reposent 9 tombes que les familles les plus en vue de la ville refusèrent longtemps d'évoquer. Chaque pierre tombale porte le nom d'un riche propriétaire de plantation mort entre 1851 et 1855, tous dans des circonstances mystérieusement similaires. Une paralysie soudaine suivie de ce que les médecins de l'époque appelaient une mort miséricordieuse. Mais en 1923, lorsque le cimetière fit l'objet de travaux de rénovation, les fossoyeurs firent une découverte horrifiante que les autorités municipales ordonnèrent immédiatement de classer et de soustraire aux archives publiques. À l'intérieur de chacun de ces 9 cercueils, les couvercles en bois portèrent de profondes marques de griffures laissées par des ongles, et les corps étaient disposés dans des positions suggérant des luttes désespérées. Ce que les autorités découvrirent ensuite allait hanter l'élite de Charleston pendant des générations. Un journal en cuir, enterré sous le plus ancien magnolia du cimetière, rédigé de la main soignée d'un homme nommé Solomon Fairfax, détaillait 4 années de vengeance méthodique qui avaient commencé par les cris d'une famille et s'étaient achevées avec 9 hommes enterrés vivants, avant de poursuivre l'histoire de Solomon Fairfax et du sombre secret qui transforma un guérisseur doux en le meurtrier le plus méthodique de Charleston. Nous avons besoin que vous fassiez partie de notre communauté de chercheurs de vérité. Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification afin de ne jamais manquer ces histoires enfouies du passé américain. Et dites-nous en commentaire depuis quel État vous nous écoutez. Nous aimons entendre notre public aux 4 coins du pays. La première entrée du journal, datée du 15 mars 1851, commençait par une seule phrase qui expliquait tout. « Aujourd'hui, j'ai vu ma femme et mes enfants brûlés, et je n'ai rien fait pour les arrêter. » Charleston, dans les années 1850, se dressait comme le joyau de la couronne de l'aristocratie sudiste, où des demeures aux colonnes blanches bordèrent la rivière Cooper, et où des fortunes bâties sur le riz et le coton créaient des dynasties qui se croyaient intouchables. La communauté médicale de la ville, bien que restreinte, jouissait d'un immense respect parmi l'élite fortunée, capable de s'offrir des médecins privés pour leurs maux de plus en plus fréquents. Fièvre mystérieuse, faiblesse soudaine et étranges affections paralysantes qui semblaient frapper avec une régularité alarmante les familles les plus en vue de Charleston. Le docteur Cornelius Hathaway avait établi son cabinet sur Meeting Street en 1845, gagnant rapidement une réputation auprès de la haute société de Charleston pour ses traitements novateurs et sa compréhension inhabituelle de remèdes exotiques. Son succès provenait en partie de son assistant exceptionnel, un esclave nommé Solomon Fairfax, qui possédait une connaissance presque surnaturelle des plantes médicinales et des composés chimiques. Solomon avait été acheté spécifiquement pour la pratique du docteur Hathaway, après avoir démontré des talents remarquables en médecine botanique. Des talents transmis de génération en génération au sein de sa famille, qui avait servi comme guérisseur sur diverses plantations des basses terres de la Caroline. Solomon Fairfax n'était pas l'esclave des champs typiques qui peuplaient les plantations de Charleston. Grand, avec des yeux intelligents semblant cataloguer chaque détail de son environnement, il avait été instruit aux côtés des enfants de son ancien maître, apprenant à lire et à écrire avant que ce type d'éducation ne soit strictement interdit. Sa connaissance des termes médicaux latins impressionnait même le docteur Hathaway, qui en était venu à s'appuyer fortement sur la capacité de Solomon à préparer des composés complexes et à assister lors de procédures délicates. Les riches patients qui fréquentèrent le cabinet d'Hathaway s'habituèrent à la présence de Solomon, le demandant souvent expressément pour son attitude douce au chevet et sa compréhension apparemment intuitive de leurs mots. Mais la vie de Solomon n'avait pas toujours été confinée aux murs stériles d'un cabinet médical. Pendant 32 ans avant d'entrer au service du docteur Hathaway, il avait vécu sur la plantation Pemberton, à 15 milles de Charleston, où il avait épousé une femme nommée Celia et élevé 3 enfants, 2 garçons et une fille, dans l'un des quartiers d'esclaves de la plantation. Les Pemberton avaient autorisé cet arrangement parce que les talents de guérisseur de Solomon se révélaient inestimables lors des fréquentes épidémies de fièvre et de maladies susceptibles de décimer en une nuit la main-d'œuvre d'une plantation. L'expertise de Solomon avait sauvé d'innombrables vies, esclaves comme libres, lui valant un respect inhabituel pour quelqu'un de sa condition. Il avait mis au point des traitements pour tout, des morsures de serpents à la phtisie, utilisant une combinaison de remèdes africains traditionnels transmis par sa grand-mère et de nouvelles techniques apprises,
en observant attentivement les médecins blancs qui visitaient parfois la plantation. Les Pemberton lui avaient même permis de soigner leur propre famille en période de maladie, un privilège qui témoignait de la confiance réelle qu'ils accordaient à ses capacités. Cependant, ce relatif confort prit fin brutalement en mars 1851, lorsque les dettes de jeu d'Edmund Pemberton l'obligèrent à vendre une partie de sa propriété humaine pour couvrir ses obligations financières croissantes. La vente devait inclure la femme et les enfants de Solomon, qui seraient séparés et envoyés dans différentes plantations à travers l'État, une pratique courante que les propriétaires justifiaient comme une nécessité commerciale, mais qui détruisait les familles aussi efficacement qu'une catastrophe naturelle. Solomon supplia Edmund Pemberton, offrant de travailler des années supplémentaires sans aucune compensation si sa famille pouvait rester unie. Il suggéra même des arrangements alternatifs, se proposant par exemple de se louer à d'autres plantations pendant les saisons de pointe afin de générer des revenus supplémentaires. Mais Pemberton, confronté à des créanciers exigeant un paiement immédiat, refusa toute négociation. La vente était prévue pour le 14 mars 1851 au marché aux esclaves de Charleston, et rien ne ferait changer cette décision. Le matin du 14 mars se leva gris et humide, des nuages d'orage s'amoncelant au-dessus de la rivière Ashley, comme si la nature elle-même pressentait la tragédie à venir. Solomon avait passé la nuit précédente à serrer sa famille contre lui dans leur petite cabane, mémorisant chaque trait de leur visage, chaque son de leur respiration, sachant que le lever du soleil apporterait une séparation définitive. Celia, son épouse depuis 15 ans, avait conservé son sang-froid tout au long de l'épreuve, concentrant son énergie à préparer leurs enfants à ce qui les attendait. Marcus, 8 ans, l'aîné, avait hérité de l'intelligence de Solomon et de sa curiosité pour le monde, au-delà de la plantation. Samuel, 6 ans, possédait la nature douce de son père et une affinité naturelle pour la guérison, aidant souvent Solomon à cueillir des plantes médicinales dans les bois entourant leur quartier. Leur fille, Grace, âgée de 4 ans, s'agrippait à sa mère avec l'instinctive compréhension que quelque chose de terrible allait se produire, sans pouvoir en saisir toute l'ampleur. Lorsque les marchands d'esclaves arrivèrent pour récupérer leur cargaison humaine, Solomon observa impuissant sa famille être chargée dans une charrette aux côtés de 6 autres familles déchirées par le désespoir financier d'Edmund Pemberton. Les pleurs des enfants se mêlaient aux promesses désespérées des parents, jurant qu'ils se retrouveraient un jour, d'une manière ou d'une autre. Promesses que tous savaient mensongères, conçues pour apaiser une douleur insupportable. Mais l'horreur véritable commença pendant le trajet vers le marché aux esclaves de Charleston. À mi-chemin de la ville, l'une des roues de la charrette heurta une profonde ornière dans la route détrempée par la pluie, faisant dangereusement basculer le véhicule. Dans la confusion qui s'ensuivit, Celia tomba de la charrette, heurtant violemment la tête contre un rocher pointu incrusté dans le bas-côté. Le sang se mit immédiatement à couler de la blessure, et Solomon, malgré ses mains entravées, tenta désespérément de l'atteindre. Les marchands d'esclaves, soucieux uniquement de livrer leur cargaison en état vendable, prirent une décision qui entrait Solomon pour le reste de sa vie. Plutôt que de chercher une aide médicale pour Celia, ils la déclarèrent perte sèche et ordonnèrent à la charrette de poursuivre sa route sans elle. Solomon cria et se débattit contre ses entraves, tandis qu'il laissait sa femme inconsciente et saignante au bord de la route. Mais les autres esclaves le retinrent, sachant que toute résistance ne ferait qu'entraîner des châtiments pour tous. Le cauchemar s'intensifia au marché aux esclaves de Charleston, où Solomon fut contraint d'assister à la vente de ses enfants à des acheteurs différents. Marcus fut acheté par un planteur de riz de Georgetown, spécialisé dans l'utilisation du travail des enfants pour l'entretien dangereux des systèmes d'irrigation dans des marais infestés d'alligators. Samuel fut acquis par un cultivateur de coton de l'arrière-pays, réputé pour épuiser ses esclaves jusqu'à la mort. Grace, trop jeune pour le travail des champs, fut vendue à une famille de Savannah comme domestique, disparaissant à jamais dans le vaste réseau de servitude humaine reliant les villes du Sud. Durant tout cela, Solomon conserva extérieurement une apparence de résignation, sachant que toute manifestation d'émotion ou de résistance aggraverait encore sa situation. À l'intérieur, cependant, quelque chose de fondamental s'était brisé. L'homme qui avait consacré sa vie à guérir, à préserver la vie et à soulager la souffrance, voyait tout ce qu'il aimait détruit par la cruauté désinvolte d'hommes qui considéraient les êtres humains comme des biens à liquider par convenance.
Le docteur Hathaway, ignorant l'ampleur complète de la tragédie de Solomon, l'acheta principalement pour ses compétences médicales, payant un prix élevé qui reflétait sa réputation de guérisseur exceptionnel. Le médecin avait entendu parler des talents de Solomon par d'autres praticiens qui avaient observé son travail à la plantation Pemberton, et il avait désespérément besoin de quelqu'un possédant des connaissances avancées en composés médicinaux pour l'aider dans sa pratique en pleine expansion. Alors que Solomon était conduit hors du marché aux esclaves pour commencer sa nouvelle vie comme assistant du docteur Hathaway, il jeta un dernier regard à l'endroit où sa famille avait été dispersée aux quatre vents. À cet instant, quelque chose de froid et de calculateur s'installa dans son cœur, une patience qui lui permettrait d'attendre, d'apprendre, et finalement de faire payer aux responsables un prix à la mesure de l'énormité de leurs crimes. Ce soir-là, seul dans la petite chambre au-dessus du cabinet du docteur Hathaway qui lui servirait de nouveau quartier, Solomon commença à écrire dans un journal en cuir qu'il avait réussi à garder caché tout au long de l'épreuve. Sa première entrée, rédigée à la lueur d'une bougie dans l'écriture soignée apprise dans son enfance, commençait par des mots qui définiraient les 4 années suivantes de sa vie. « Aujourd'hui, j'ai vu ma femme et mes enfants brûlés, et je n'ai rien fait pour les arrêter. Mais je suis encore en vie, et je me souviens de chaque visage, de chaque nom, de chaque voix qui riait tandis que mon monde s'effondrait. Ils pensent m'avoir brisé, mais ils ne m'ont appris que la patience. » Les mois qui suivirent l'arrivée de Solomon au cabinet du docteur Hathaway passèrent dans un flou de routine médicale et d'observations attentives. Solomon s'acquittait de ses tâches avec la même compétence tranquille qu'il avait toujours montrée, mélangeant des composés, préparant les salles de traitement et assistant aux soins des patients. Mais sous cette façade d'acceptation, il menait une étude d'un tout autre genre, apprenant les détails intimes de la communauté médicale de Charleston et des familles fortunées qui composaient la clientèle du docteur Hathaway. Le docteur Hathaway, veuf dans la cinquantaine et sans enfant, en était venu à s'appuyer fortement sur l'expertise de Solomon. Le médecin souffrait d'arthrite, ce qui rendait le travail de précision de plus en plus difficile, et les mains sûres de Solomon ainsi que sa connaissance encyclopédique des préparations médicinales étaient devenues indispensables à la pratique. Plus importante encore pour les plans en gestation de Solomon, le docteur Hathaway avait commencé à lui permettre de gérer certaines interactions avec les patients de manière indépendante, notamment lorsqu'il s'agissait d'affections chroniques nécessitant un suivi et des traitements réguliers. L'élite fortunée de Charleston, habituée aux meilleurs soins médicaux disponibles, considéra d'abord Solomon avec le mélange habituel d'indifférence condescendante et d'approbation polie qui caractérisait leur relation avec des esclaves qualifiés. Cependant, sa compétence évidente et son attitude respectueuse lui valurent progressivement un niveau de confiance qui se révélerait crucial pour ses projets. Les patients commencèrent à le demander expressément, louant son toucher doux et sa compréhension apparemment intuitive de leurs mots. Au cours de cette période, Solomon rechercha méthodiquement le passé de chaque famille riche qui fréquentait le cabinet. Il apprit leurs affaires, leurs liens sociaux, et surtout, leur implication dans le commerce des esclaves qui avait détruit sa famille. En écoutant attentivement et en se renseignant discrètement auprès d'autres esclaves travaillant dans les grandes maisons de Charleston, il rassembla des informations détaillées sur les hommes qui avaient participé à l'enchère ou profité de la vente qui avait dispersé ses enfants à travers le Sud. Son enquête révéla qu'Edmund Pemberton n'avait été qu'un maillon d'une chaîne d'exploitation bien plus vaste. Le marché aux esclaves de Charleston fonctionnait avec le soutien et la participation des citoyens les plus respectés de la ville. Des hommes qui siégeaient au conseil d'église et au comité de charité, tout en traitant simultanément des êtres humains comme du bétail à acheter et à vendre pour le profit. C'étaient les mêmes hommes qui assistaient à d'élégants dîners pour discuter de littérature et de philosophie, tandis que leur richesse reposait sur la souffrance de famille, comme celle de Solomon. Parmi les patients réguliers du docteur Hathaway, Solomon identifia 9 hommes ayant des liens directs avec la destruction de sa famille. Certains avaient été présents à la vente aux enchères, enchérissant sur des cargaisons humaines avec le même détachement que s'ils achetaient des chevaux ou du bétail. D'autres avaient fourni le soutien financier de l'opération de traite, prêtant de l'argent à des marchands spécialisés dans la séparation des familles pour maximiser les profits. Quelques-uns avaient acheté des esclaves lors de la même vente où ces enfants avaient été vendus, contribuant au système qui traitait les êtres humains comme des marchandises jetables.
Alors que l'année 1851 cédait la place à 1852, Solomon commença à vivre ce qu'il appelait en privé son « éducation en chimie avancée ». La bibliothèque médicale du docteur Hathaway contenait de nombreux ouvrages sur les composés pharmaceutiques, y compris des descriptions détaillées de diverses substances capables de provoquer la paralysie, l'inconscience ou l'apparence de la mort, tout en laissant l'esprit de la victime parfaitement lucide. Ces livres, écrits à des fins médicales légitimes, devinrent pour Solomon les manuels d'un programme d'études consacré à la vengeance. La découverte la plus significative se trouvait dans un traité sur les toxines végétales d'Amérique du Sud, décrivant un composé dérivé d'une liane poussant dans le bassin amazonien, mais qui avait été cultivé avec succès dans la serre d'un botaniste de Charleston, fournissant des spécimens exotiques à de riches collectionneurs. Cette toxine particulière, lorsqu'elle était correctement préparée, pouvait induire un état de paralysie musculaire complète, tout en laissant intacte la conscience et la sensation de douleur. La personne affectée semblait morte à une observation superficielle, mais restait pleinement consciente de son environnement pendant plusieurs heures, avant que les effets du poison ne deviennent fatals. Solomon passa des mois à apprendre à identifier et à cultiver la plante, finissant par localiser des spécimens dans la serre de l'ami du docteur Hathaway, le professeur Nathaniel Crenshaw, qui enseignait les sciences naturelles au College of Charleston. Le professeur Crenshaw, ignorant l'intérêt réel de Solomon pour la botanique, se réjouit de trouver quelqu'un partageant sa passion pour les espèces végétales exotiques et commença à lui permettre d'aider à l'entretien de sa collection de serres. Par des expériences soigneuses menées sur des souris de laboratoire, Solomon détermina le dosage précis nécessaire pour obtenir l'effet désiré. Une dose trop faible ne provoquerait qu'une faiblesse temporaire. Une dose trop forte entraînerait une mort immédiate. Mais la quantité correcte créerait un état indiscernable de la mort pour quiconque ne possédait pas de vastes connaissances médicales, tout en préservant la conscience de la victime suffisamment longtemps pour lui faire éprouver la terreur d'être enterrée vivante. La préparation psychologique à ce qu'il projetait exigea peut-être encore plus de discipline que la maîtrise de la chimie impliquée. Solomon devait conserver son attitude douce et serviable tout en se préparant intérieurement à regarder des hommes souffrir d'une manière qui violait tout ce que sa nature de guérisseur représentait. Il justifiait cette transformation en relisant régulièrement les noms de ses enfants dans son journal, se rappelant leur sort et l'indifférence cruelle des hommes qui avaient profité de leur vente. À l'approche de l'hiver 1852, Solomon avait identifié sa première cible, le colonel Reginald Fitzpatrick, un riche planteur de riz qui avait non seulement assisté à la vente où la famille de Solomon avait été dispersée, mais qui avait plaisanté bruyamment sur le potentiel de reproduction des enfants mis en vente. Fitzpatrick souffrait de gouttes chroniques et se rendait chaque mois au cabinet du docteur Hathaway pour des traitements qui soulageaient temporairement sa douleur. Les rendez-vous réguliers du colonel, sa confiance dans les compétences médicales de Solomon et son habitude de venir seul pour ses soins faisèrent de lui la première victime idéale pour la campagne de vengeance soigneusement planifiée de Solomon. Mais Solomon se força à attendre, sachant que la patience et une exécution parfaite seraient essentielles pour éviter tout soupçon et s'assurer que les 9 hommes recevraient la justice qu'ils méritaient. Dans son journal, Solomon rédigea des profils détaillés de chaque victime envisagée, notant leurs affections médicales, leur calendrier de traitement et leur implication dans la traite des esclaves. Ces entrées se lisaient comme des notes de cas d'un médecin, mais elles documentaient un tout autre type de plan de traitement. Un plan conçu non pour guérir, mais pour garantir que 9 hommes éprouveraient la même terreur impuissante que celle ressentie par les enfants de Solomon lorsqu'ils furent arrachés à tout ce qu'ils avaient jamais connu. La transformation de Solomon Fairfax, de guérisseur à meurtrier méthodique, commença par une préparation minutieuse qui s'étendit sur toute l'année 1852. Chaque détail devait être parfait, chaque éventualité anticipée, chaque variable contrôlée. Les hommes qu'il comptait cibler n'étaient pas des individus isolés, mais des piliers de la société de Charleston, dont les morts seraient scrutés par les médecins les plus éminents de la ville et feraient l'objet d'enquêtes menées par des autorités soumises à une pression intense pour fournir des explications. La première étape de Solomon consista à s'imposer comme une partie indispensable de la pratique du docteur Hathaway. Il commença à arriver plus tôt chaque matin pour préparer le cabinet, à rester plus tard chaque soir pour organiser les fournitures médicales, démontrant une telle dévotion à son travail
que le docteur Hathaway se mit à s'appuyer de plus en plus sur son jugement en matière médicale. Cette confiance croissante serait essentielle lorsque Solomon aurait besoin de gérer certains patients de manière indépendante, sans la supervision directe du médecin. Le développement de son composé paralysant exigea des mois de perfectionnement minutieux. Travaillant dans un petit abri derrière le cabinet du docteur Hathaway, prétendument pour préparer des remèdes à base de plantes destinés à compléter les traitements du médecin, Solomon cultiva la liane toxique et expérimenta diverses méthodes d'extraction. Le processus était dangereux. À plusieurs reprises, il s'exposa accidentellement à de petites quantités du poison, éprouvant des engourdissements temporaires qui lui offrirent un aperçu terrifiant de ce que ses victimes endureraient dans leurs dernières heures. Le composé, dans sa forme finale, était un liquide incolore et inodore qui pouvait être facilement mélangé à d'autres médicaments sans être détecté. Administré au dosage correct, il commençait à agir en 30 minutes, provoquant d'abord une faiblesse et une désorientation qui seraient attribuées à l'état médical préexistant du patient. En moins d'une heure, une paralysie complète s'installait, mais la victime restait consciente et capable d'entendre, de voir et de ressentir tout ce qui se passait autour d'elle. Plus crucial encore, la paralysie était si totale qu'il devenait impossible de détecter la respiration ou le pouls sans un examen extrêmement attentif. Pour les médecins des années 1850, dépourvus d'équipements diagnostiques modernes, un patient traité avec le composé de Solomon semblait être mort paisiblement de cause naturelle. Seule une personne possédant une connaissance approfondie des propriétés du poison aurait pu reconnaître les signes subtils indiquant que la victime était encore en vie, mais totalement immobilisée. Le choix du colonel Reginald Fitzpatrick comme première victime était à la fois stratégique et personnel. Les visites mensuelles de Fitzpatrick pour le traitement de sa goutte offraient un calendrier prévisible, et son attitude arrogante le rendait particulièrement facile à mépriser. Plus important encore, Fitzpatrick vivait seul, à l'exception d'esclaves domestiques qui le craignaient, ce qui rendait improbable que quiconque insiste pour une veillée prolongée ou un examen détaillé de son corps après sa mort. Les antécédents médicaux du colonel fournissaient à Solomon la couverture parfaite. Fitzpatrick souffrait non seulement de gouttes, mais aussi d'un cœur fragile, une condition que le docteur Hathaway surveillait depuis plusieurs années. Si Fitzpatrick mourait soudainement, une défaillance cardiaque serait le diagnostic évident, ne nécessitant aucune enquête supplémentaire ni autopsie. Le 15 décembre 1852, le colonel Fitzpatrick arriva pour son rendez-vous habituel, se plaignant que sa douleur liée à la goutte s'était considérablement aggravée au cours de la semaine précédente. Le docteur Hathaway s'occupait d'un autre patient et demanda donc à Solomon de préparer le traitement habituel de Fitzpatrick et de commencer la consultation. Cette délégation routinière de responsabilité offrait exactement l'occasion que Solomon attendait. Alors qu'il préparait le médicament du colonel, Solomon ajouta des gouttes précisément mesurées de son composé paralysant à la solution. Des années de pratique médicale lui avaient appris à garder des mains sûres et une expression calme, même dans des situations stressantes, des compétences qui lui furent précieuses lorsqu'il franchit la ligne séparant le guérisseur du meurtrier. Fitzpatrick, habitué à recevoir des traitements de la part de Solomon, consomma le médicament sans poser de questions ni hésiter. La conversation qui suivit resterait à jamais gravée dans la mémoire de Solomon. Tandis que la toxine commençait à agir et que Fitzpatrick commençait à se sentir faible, Solomon s'assit près du fauteuil du colonel et parla du même ton doux qu'il avait toujours employé avec ses patients. « Colonel Fitzpatrick, » dit doucement Solomon, « je veux que vous sachiez que je m'appelle Solomon Fairfax et que vous avez détruit ma famille lors de la vente aux esclaves du 14 mars 1851. Vous avez ri lorsque mes enfants ont été vendus. Vous avez plaisanté sur leur valeur comme reproducteurs. Vous souvenez-vous de ce jour-là » Les yeux de Fitzpatrick, déjà vitreux sous l'effet de la paralysie qui progressait, montrèrent une lueur de reconnaissance, puis une horreur grandissante lorsqu'il comprit ce qui se passait. Il tenta de parler, d'appeler à l'aide, mais découvrit que sa voix lui avait été volée en même temps que sa capacité de bouger. Solomon continua de parler de ce même ton calme et professionnel. « Vous n'êtes pas encore en train de mourir, colonel. Le médicament que je vous ai donné a paralysé chaque muscle de votre corps, mais votre esprit est parfaitement clair. Vous pouvez entendre chaque mot que je prononce. Vous pouvez sentir tout ce qui vous arrive. Dans environ 1 heure, le docteur Hathaway vous examinera et vous déclarera mort d'une défaillance cardiaque.
Votre corps sera préparé pour l'inhumation, et demain soir, vous serez placé dans votre cercueil et enterré au cimetière St. Michael's. Solomon se pencha plus près, s'assurant que Fitzpatrick puisse voir clairement son visage. Mais vous ne mourrez réellement que plusieurs heures après avoir été enterré. Vous serez parfaitement conscient, tandis que la terre sera pelletée sur votre cercueil. Vous entendrez chaque bruit, ressentirez chaque sensation, et aurez tout le temps de réfléchir à ce que vous avez fait à mes enfants. C'est alors que vous comprendrez ce qu'est vraiment la terreur. La paralysie était désormais totale. Fitzpatrick ressemblait à un cadavre, mais Solomon pouvait voir la conscience désespérée dans ses yeux, l'effort frénétique pour communiquer ou s'échapper de son corps immobilisé. Solomon vérifia le pouls et la respiration du colonel avec un professionnalisme minutieux, confirmant que tous deux étaient si faibles qu'ils étaient indétectables, sans instruments spécialisés. Lorsque le docteur Hathaway entra dans la salle de soins 5 minutes plus tard, il trouva Solomon debout respectueusement à côté de ce qui semblait être le corps du colonel Fitzpatrick, son expression marquée par une inquiétude et une tristesse appropriée. « Je crains que le colonel ne soit décédé, docteur », rapporta Solomon à voix basse. Son cœur a lâché pendant que je préparais son prochain traitement. Il est parti très paisiblement. L'examen du docteur Hathaway confirma le diagnostic de Solomon. Le colonel ne présentait aucun signe de vie et, compte tenu de son affection cardiaque connue, la cause du décès paraissait évidente. En moins d'une heure, le corps fut transporté au manoir de Fitzpatrick, où furent organisées des funérailles dignes de l'un des citoyens les plus éminents de Charleston. Solomon assista à l'enterrement, se tenant respectueusement dans la section réservée aux esclaves, tandis que le cercueil du colonel Fitzpatrick était descendu en terre. Lorsque les premières pelletées de terre frappèrent le couvercle en bois, Solomon se demanda si Fitzpatrick était encore conscient, encore capable de comprendre ce qui lui arrivait. Cette pensée ne lui apporta aucune satisfaction. Seulement le sentiment froid qu'une justice attendue depuis longtemps était enfin rendue. Ce soir-là, Solomon rédigea la deuxième entrée de son journal. Le colonel Fitzpatrick a payé pour ses crimes. Il en reste 8. La justice est patiente, mais elle est aussi certaine. Les mois qui suivirent l'inhumation du colonel Fitzpatrick s'écoulèrent avec une lenteur agonisante, tandis que Solomon attendait de voir si sa méthode avait éveillé le moindre soupçon. Les cercles sociaux de Charleston bruissaient des condoléances attendues et des hommages rendus aux contributions du colonel à la communauté, mais aucune question ne fut soulevée quant aux circonstances de sa mort. Le docteur Hathaway mentionna l'affaire à d'autres médecins comme un exemple de la rapidité avec laquelle une défaillance cardiaque pouvait emporter même des individus apparemment en bonne santé. Et la réputation de Solomon en tant qu'assistant médical compétent et attentionné demeura intacte. Le succès de cette première vengeance donna à Solomon la confiance nécessaire pour entamer la deuxième phase de son plan. Mais il le força également à affronter le coût psychologique de ses actes. Malgré des années de préparation minutieuse et la certitude absolue de la justice de sa cause, voir un homme mourir dans la terreur l'avait affecté plus profondément qu'il ne l'avait prévu. Pendant des semaines, il fut incapable de dormir, non par culpabilité, mais à cause des images mentales obsédantes de ce que Fitzpatrick avait enduré durant ces dernières heures enterré vivant. Le choix de sa deuxième victime exigea une réflexion attentive sur le moment et la méthode. Solomon devait éviter d'établir un schéma qui attirerait l'attention, ce qui signifiait varier à la fois les intervalles entre les décès et les causes apparentes. Ses recherches avaient désigné le juge Marcus Calverton comme une seconde cible idéale. Cet homme n'avait pas seulement assisté à la vente de la famille de Solomon, il avait également fourni une justification juridique à la séparation des familles d'esclaves, soutenant devant les tribunaux que de telles pratiques étaient essentielles au maintien de l'ordre et à la maximisation de l'efficacité économique. Le juge Calverton souffrait de migraines sévères qui s'étaient progressivement aggravées au cours des 2 dernières années, l'obligeant à consulter le docteur Hathaway de plus en plus fréquemment. Son état offrait à Solomon à la fois une opportunité et une couverture. Les migraineux étaient connus pour parfois succomber à des accidents vasculaires cérébraux mortels, et l'âge avancé de Calverton rendait une telle issue médicalement plausible. Mais avant que Solomon ne puisse mettre son plan à exécution contre le juge Calverton, une complication inattendue surgit, menaçant de faire dérailler toute sa campagne de vengeance. En mars 1853, le docteur Hathaway annonça qu'il envisageait de prendre un associé junior, un jeune médecin nommé le docteur Timothy Henderson,
récemment diplômé de Philadelphie et désireux de s'établir dans le milieu médical concurrentiel de Charleston. L'arrivée du docteur Henderson dans la pratique impliquerait une surveillance accrue des activités de Solomon, davantage de témoins de ses interactions avec les patients et une difficulté accrue à administrer son composé paralysant sans être détecté. Plus inquiétante encore, le docteur Henderson avait été formé par des médecins familiers des dernières avancées en médecine légale, y compris des techniques permettant de détecter des substances inhabituelles chez les patients décédés. Solomon comprit qu'il devait accélérer considérablement son calendrier. Au lieu d'étaler la mort de ses victimes sur plusieurs années, comme prévu à l'origine, il devrait mener à bien sa mission en quelques mois, avant que la présence du docteur Henderson ne rende toute poursuite impossible. Cette compression du temps l'obligerait à prendre davantage de risques et à accepter des conditions moins que parfaites pour certains des meurtres qu'il projetait. La pression de l'urgence conduisit Solomon à sa première erreur grave. En préparant le traitement du juge Calverton en avril 1853, il utilisa accidentellement une dose légèrement plus élevée que prévu de son composé paralysant. La mort apparente du juge survint plus rapidement que prévu, et l'intensité de la paralysie fut si totale que même le docteur Hathaway remarqua quelque chose d'inhabituel dans l'état du corps. « Étrange », murmura le docteur Hathaway en examinant le cadavre du juge Calverton. La rigidité musculaire semble plus prononcée que chez les victimes typiques d'un accident vasculaire cérébral. Et regardez ses yeux, il y a quelque chose de presque désespéré dans leur expression. Le cœur de Solomon battait à tout rompre, tandis qu'il observait le docteur Hathaway procéder à un examen plus approfondi que celui qu'il avait effectué sur le colonel Fitzpatrick. Pendant plusieurs minutes terrifiantes, Solomon craignit que tout son plan ne soit sur le point d'être révélé. Mais la formation médicale du docteur Hathaway, bien que rigoureuse pour son époque, manquait des connaissances spécifiques nécessaires pour reconnaître les effets du poison exotique de Solomon. Après 15 minutes d'examen, le médecin conclut que les symptômes inhabituels étaient simplement le résultat de l'attaque cérébrale particulièrement sévère du juge Calverton. Le pauvre homme a dû terriblement souffrir dans ses derniers instants, observa le docteur Hathaway, décrivant sans le savoir exactement ce que vivait le juge Calverton à cet instant précis, paralysé mais conscient, tandis que son corps était préparé pour l'enterrement. Les funérailles du juge Calverton réunirent encore plus de notables que celles du colonel Fitzpatrick, comme il convenait à un homme ayant servi la communauté juridique de Charleston pendant plus de 30 ans. Solomon observa depuis la section réservée aux esclaves, tandis que le cercueil du juge était descendu dans le cimetière saint. Michaels, à seulement 3 rangées de là où reposait le colonel Fitzpatrick. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, Solomon remarqua quelque chose qui glaça son sang. Un jeune homme se tenait à l'arrière de la foule, prenant des notes soigneuses dans un petit carnet de cuir. Le preneur de notes était Thomas Grimby, journaliste au Charleston Mercury, qui avait commencé à enquêter sur ce qu'il appelait en privé le phénomène des morts notables. Une série de décès soudains parmi l'élite de la ville qui semblait statistiquement improbable. Grimby avait remarqué qu'au cours des 6 derniers mois, Charleston avait perdu plusieurs citoyens fortunés à la suite d'urgences médicales inattendues, toutes dans des circonstances médicalement explicables, mais collectivement suspectes. L'entrée du journal de Solomon rédigé ce soir-là reflétait sa prise de conscience croissante, que le temps lui était compté. Le juge Calverton a rejoint le colonel Fitzpatrick pour connaître la véritable justice, mais je crains que d'autres ne commencent à discerner des schémas susceptibles de compromettre l'achèvement de ma mission. Je dois agir plus vite, même si cela implique d'accepter des risques plus grands. L'accélération du calendrier de Solomon signifiait que sa 3e victime devait être éliminée en quelques semaines, plutôt qu'en plusieurs mois. Il choisit le capitaine William Dandridge, un armateur qui avait transporté des esclaves de Charleston vers des marchés à travers tout le sud, et qui avait personnellement supervisé le chargement de cargaisons humaines avec la même attention aux détails que celle qu'il accordait aux expéditions de coton de grande valeur. Le capitaine Dandridge présentait des défis uniques en tant que cible. Contrairement aux victimes précédentes qui consultaient régulièrement le docteur Hathaway pour des affections chroniques, Dandridge était généralement en bonne santé et ne recherchait des soins médicaux que pour des blessures mineures subies lors de ses activités maritimes. Solomon devrait créer une opportunité au lieu d'attendre qu'elle se présente naturellement. La solution vint par le réseau de contacts de Solomon au sein de la communauté esclave de Charleston. Les esclaves de cuisine travaillant dans les grandes demeures le long du Battery
échangeaient souvent des informations sur les activités de leurs maîtres avec des esclaves d'autres foyers. Grâce à ces réseaux informels de renseignement, Solomon apprit que le capitaine Dandridge prévoyait un dîner pour des membres influents de la communauté maritime de Charleston, programmé pour le 20 mai 1853. Ce dîner offrirait à Solomon l'occasion idéale d'éliminer sa troisième victime, tout en recueillant des informations sur de potentielles cibles futures. Le personnel de cuisine pour ce type d'événement était souvent emprunté à d'autres maisons, et Solomon avait noué des amitiés avec plusieurs esclaves travaillant dans la préparation des repas. Avec une planification minutieuse, il pouvait organiser sa participation au service du dîner, lui donnant un accès direct au capitaine Dandridge et à ses invités. Mais tandis que Solomon affinait ses plans pour le dîner, Thomas Grimby menait sa propre enquête sur la récente série de morts notables à Charleston. Le journaliste avait commencé à visiter régulièrement le cimetière St. Michael's, notant l'emplacement des sépultures récentes et documentant les antécédents médicaux des défunts. Ce qu'il découvrit allait bientôt menacer tout ce que Solomon avait cherché à accomplir. Au moment même où l'on pensait avoir tout vu, l'horreur à Charleston s'intensifiait. Si cette histoire vous donne des frissons, partagez cette vidéo avec un ami amateur de mystères sombres. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir notre contenu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer des récits comme celui-ci. Découvrons ensemble ce qui se passe ensuite. La soirée du 20 mai 1853 marqua le début de la fin pour la campagne de vengeance méthodique de Solomon Fairfax. Le dîner organisé au manoir du capitaine Dandridge, sur East Bay Street, réunit 12 des plus influents négociants maritimes de Charleston, créant une occasion sans précédent pour Solomon d'étudier plusieurs cibles potentielles tout en éliminant son objectif principal. Solomon avait organisé sa participation grâce à Martha, une esclave âgée, qui supervisait les opérations de cuisine lors de nombreux événements sociaux parmi les plus prestigieux de Charleston. Martha, ignorante des véritables intentions de Solomon, fut reconnaissante de son offre d'aide pour servir le repas élaboré, car plusieurs de ses assistants habituels étaient tombés malades à cause d'une fièvre qui se propageait dans les quartiers d'esclaves du quartier français. La salle à manger du capitaine brillait de cristal et d'argenterie, tandis que l'élite maritime de Charleston se réunissait pour discuter de l'expansion des routes commerciales et de la rentabilité croissante du transport de cargaisons humaines. Solomon se déplaçait dans la pièce avec une invisibilité maîtrisée, remplissant les verres de vin et débarrassant les assiettes, tout en écoutant des conversations révélant la brutalité banalisée qui sous-tendait la prospérité économique de Charleston. Le capitaine Dandridge, un homme robuste d'une cinquantaine d'années, aux cheveux grisonnants et aux mains burinées, témoignant de décennies passées en mer, trônait au bout de la table, divertissant ses invités avec des récits de voyages lucratifs et de stratégies visant à maximiser la valeur des cargaisons d'esclaves. Sa connaissance détaillée des techniques permettant de prévenir les révoltes pendant le transport et des méthodes pour maintenir les captifs en vie lors de longues traversées le rendait particulièrement méprisable aux yeux de Solomon. Au fil de la soirée, Solomon identifia plusieurs autres hommes dont l'implication dans la traite des esclaves les désignait comme de futures cibles. Les conversations qu'il surprit révélaient un réseau de complicité s'étendant bien au-delà des marchands individuels ayant participé à la vente de sa famille. Ces hommes parlaient des êtres humains avec le même détachement que celui qu'ils manifestaient pour les prix du coton ou les calendriers d'expédition, considérant la destruction des familles comme un coût acceptable des affaires. L'occasion de Solomon se présenta lors du service du dessert final, une préparation élaborée nécessitant une attention individuelle pour chaque convive. Travaillant dans la cuisine du capitaine Dandridge, Solomon ajouta avec précaution son composé paralysant à la portion de gâteau imbibé de brandy destiné au capitaine, utilisant une méthode perfectionnée au cours de mois d'expérimentation. La toxine se fondit dans le dessert alcoolisé, masquant tout goût potentiel, tout en assurant une absorption rapide dans l'organisme de la victime. Le capitaine Dandridge consomma son dessert avec un plaisir évident, complimentant Martha pour sa préparation exceptionnelle et demandant la recette pour son propre cuisinier. En moins de 30 minutes, il commença à ressentir les premiers effets du composé de Solomon, un léger étourdissement qu'il attribua à la consommation de vin de la soirée et à la chaleur de la salle bondée. À mesure que la paralysie progressait, le capitaine Dandridge s'excusa auprès de la table, déclarant qu'il avait besoin d'air frais pour se ressaisir. Solomon, observant depuis l'embrasure de la porte de la cuisine,
le vit se diriger vers son bureau privé, où il s'effondra dans son fauteuil de cuir favori au moment même où la toxine atteignait son plein effet. La découverte de la mort du capitaine Dandridge 20 minutes plus tard provoqua exactement le type de scène que Solomon avait espéré éviter. Au lieu de mourir discrètement dans l'intimité du cabinet du docteur Hathaway, le capitaine avait succombé devant 12 témoins qui exigèrent immédiatement des explications. Le docteur Samuel Pettigrew, l'un des invités, examina le corps tandis que les autres observaient avec une inquiétude croissante. « C'est des plus singuliers », déclara le docteur Pettigrew après son examen initial. Le capitaine Dandridge semble avoir subi une forme de crise, mais il n'y a aucun signe évident d'apoplexie ni de défaillance cardiaque. La rigidité musculaire est très prononcée, presque comme s'il avait été empoisonné. Le mot « empoisonné » provoqua un choc parmi les convives rassemblés et attira précisément l'attention que Solomon s'efforçait d'éviter. En moins d'une heure, 2 autres médecins furent appelés pour examiner le corps du capitaine Dandridge, et au matin, la nouvelle de cette mort suspecte s'était répandue dans les cercles sociaux de Charleston. Thomas Grimby, le journaliste qui suivait la série de morts notables, arriva au manoir du capitaine Dandridge avant l'aube, interrogeant les domestiques et les invités, tandis que les détails de la soirée étaient encore frais dans les mémoires. Son enquête révéla que Solomon avait été présent lors du dîner, marquant la première fois qu'un individu pouvait être lié à plusieurs morts récentes de l'élite de Charleston. L'étau se resserrait autour de Solomon, mais sa mission restait inachevée. 6 de ses victimes prévues étaient encore en vie, et la surveillance accrue rendait peu probable qu'il puisse les éliminer en utilisant ses méthodes établies. Le désespoir et la conscience que le temps lui manquait conduisirent Solomon à prendre la décision la plus dangereuse de toute sa campagne. Il tenterait de tuer plusieurs cibles simultanément en utilisant une méthode qui garantirait une terreur maximale, même si cela signifiait s'exposer à une capture presque certaine. Les recherches de Solomon avaient identifié une réunion privée prévue pour le 15 juin 1853, au cours de laquelle 6 des plus importants négociants d'esclaves de Charleston devaient se réunir dans les bureaux de Henderson & Associates pour finaliser des contrats visant à une expansion majeure de leurs activités. La réunion devait se tenir en soirée, après les heures normales de bureau, offrant à Solomon l'occasion de piéger les 6 hommes dans un espace confiné. Le plan qu'il élabora était à la fois ingénieux et terrifiant dans sa simplicité. Travaillant de nuit pendant 2 semaines, Solomon utilisa son accès aux fournitures médicales pour préparer une grande quantité de son composé paralysant sous une forme hautement concentrée. Au lieu d'administrer la toxine individuellement à chaque victime, il l'introduirait dans l'alimentation en air du bâtiment en utilisant le système d'éclairage au gaz qui illuminait les bureaux. Le bâtiment Henderson & Associates utilisait un système central de distribution de gaz alimentant des lampes individuelles dans toute la structure. En injectant son poison concentré dans la conduite principale de gaz, Solomon pouvait s'assurer que toute personne présente dans le bâtiment serait exposée à des doses mortelles du composé quelques minutes après l'allumage des lampes pour la réunion du soir. Dans la nuit du 15 juin, Solomon se posta dans la ruelle derrière le bâtiment Henderson & Associates, attendant l'arrivée des 6 hommes pour leur réunion clandestine. À exactement 20 heures, les fenêtres du bureau commencèrent à briller de la lumière des lampes à gaz, indiquant que la réunion avait commencé et que le piège de Solomon était activé. En moins de 30 minutes, le bâtiment sombra dans le silence. Solomon attendit encore 1 heure pour s'assurer que la paralysie avait pris pleinement effet, puis utilisa une clé de rechange obtenue grâce à une planification minutieuse pour entrer par l'arrière. La scène qui l'accueillit dans la salle de conférence principale était à la fois horrifiante et satisfaisante. 6 hommes étaient assis autour d'une table en acajou, leurs corps figés dans les positions qu'ils occupaient lorsque la paralysie les avait frappés. Leurs yeux, seule partie de leur anatomie encore capable de mouvement, suivaient Solomon, tandis qu'il se déplaçait dans la pièce, révélant la terreur et la conscience emprisonnée dans leurs corps immobilisés. Solomon s'approcha de chaque homme individuellement, parlant du même ton calme et professionnel qu'il avait employé avec ses victimes précédentes. Il s'identifia et expliqua exactement ce qui leur arrivait, décrivant avec un détail clinique comment ils resteraient conscients tout au long de leur enterrement et des heures d'asphyxie qui suivraient. Les expressions dans leurs yeux, panique, incrédulité, tentative désespérée de communiquer, procurèrent à Solomon une satisfaction à laquelle des années de préparation ne l'avaient pas préparé. Mais ce moment de triomphe fut de courte durée.
Alors qu'il se préparait à quitter le bâtiment et à laisser les victimes être découvertes le lendemain matin, il entendit des pas dans le couloir à l'extérieur de la salle de conférence. Quelqu'un d'autre se trouvait dans le bâtiment, quelqu'un qui n'était pas censé être là selon la surveillance méticuleuse de Solomon. La porte s'ouvrit, révélant Thomas Grimby, le journaliste qui enquêtait sur la série de morts suspectes à Charleston. Grimby avait suivi des pistes menant à cette réunion comme élément crucial de son enquête et arrivait juste à temps pour voir Solomon debout au-dessus de 6 corps, apparemment sans vie. « Alors, c'est vrai », dit Grimby à voix basse, son ton mêlant horreur et confirmation. « Quelqu'un a systématiquement assassiné l'élite de Charleston, et c'est vous. » Solomon comprit que ses plans soigneusement élaborés s'étaient enfin totalement effondrés. Il n'y avait aucun moyen d'expliquer sa présence dans la pièce, ni la mort opportune de 6 hommes qui avaient été ses cibles. L'enquête du journaliste l'avait conduit à la même conclusion que celle à laquelle parviendraient bientôt les autorités de Charleston. Quelqu'un ayant accès à des connaissances médicales et à des informations détaillées sur les horaires des victimes menait une campagne méthodique de meurtre. « Ils ont détruit ma famille », dit simplement Solomon, sans chercher à nier sa responsabilité. « Ils ont vendu mes enfants comme du bétail et laissé ma femme mourir au bord de la route. C'est de la justice, pas un meurtre. » La réponse de Grimby révéla la complexité des dynamiques raciales de Charleston, même face à un crime évident. En tant que journaliste, il était déterminé à révéler la vérité sur ces meurtres. En tant que sudiste, il comprenait les réalités brutales du système esclavagiste qui avait motivé la vengeance de Solomon. Le conflit entre ces perspectives créa un moment d'hésitation qui déterminerait le destin des 2 hommes. « Ces hommes là-dedans » dit Grimby en désignant les victimes paralysées. « Ils sont encore en vie, n'est-ce pas? C'est pour cela que leurs yeux bougent. Vous leur avez fait quelque chose qui les fait paraître morts tout en les maintenant conscients. » Solomon acquiesça, ne voyant aucune raison de nier ce qui était manifestement vrai. « Ils vivront exactement ce que mes enfants ont ressenti lorsqu'on les a arrachés à tout ce qu'ils connaissaient. Ils auront des heures pour réfléchir à ce qu'ils ont fait, tout comme ma famille a eu des heures pour contempler son sort pendant ce trajet en charrette vers le marché aux esclaves. » La conversation qui suivit serait consignée dans le propre journal de Grimby, découvert des décennies plus tard, lors de la rénovation de son ancienne résidence. Le journaliste se retrouva pris entre son obligation professionnelle de dénoncer un meurtrier de masse et sa compréhension humaine des injustices qui avaient façonné ce meurtrier. « Je ne peux pas vous laisser continuer, » dit finalement Grimby, « mais je ne peux pas non plus ignorer ce qui vous a conduit à agir ainsi. Ces hommes ont participé à un système qui traite les êtres humains comme des biens. Ils ont tiré profit de la destruction des familles et de la vente d'enfants. Dans toute société juste, ils auraient à répondre de leurs actes. » La réponse de Solomon révéla le cadre philosophique qu'il avait soutenu durant 4 années de planification et d'exécution. « Dans une société juste, ma famille n'aurait jamais été détruite. Puisque la justice nous a été refusée par les moyens légaux, j'ai créé ma propre justice grâce aux connaissances que leur système m'a enseignées. » L'affrontement entre Solomon et Grimby fut interrompu par le bruit de voix approchant à l'extérieur du bâtiment. D'autres personnes arrivaient pour enquêter sur la réunion, soit parce qu'elles étaient attendues, soit parce que quelqu'un avait remarqué une activité inhabituelle. Les 2 hommes comprirent qu'en quelques minutes, la scène serait découverte et que le sort de Solomon serait scellé. « Il y a un escalier de service à l'arrière, » dit Grimby à voix basse. « Vous pourriez encore vous échapper. Je pourrais retarder le signalement de quelques heures. Vous donner le temps d'atteindre la campagne. » Mais Solomon avait déjà accepté que sa mission se terminerait par sa capture ou par sa mort. 9 hommes avaient été responsables de la destruction de sa famille, et il n'avait réussi à en éliminer que 6. Les 3 autres vivraient pour profiter de leurs crimes, et le système qui avait engendré ces crimes continuerait, inchangé. « Je ne fuis pas, » dit Solomon, avec la même certitude calme qui avait caractérisé toutes ses actions. « Qu'ils viennent, qu'ils découvrent ce que j'ai fait. Peut-être que lorsque cette histoire se répandra, d'autres comprendront que même les esclaves ont des limites à ce qu'ils peuvent endurer en silence. » Les voix à l'extérieur devinrent plus fortes, accompagnées du bruit de multiples pas montant les marches avant du bâtiment. Grimby prit une décision qui le hanterait pour le reste de sa vie. Il choisit de protéger l'histoire, plutôt que de protéger Solomon. Le journaliste se positionna de manière à observer et documenter ce qui allait suivre, s'assurant qu'il pourrait fournir un récit complet de la capture de Solomon et de la découverte de ses victimes.
Lorsque les constables de la ville de Charleston firent irruption dans la salle de conférence, ils découvrirent une scène qui défiait toute explication immédiate. 6 citoyens éminents étaient assis immobiles autour d'une table de conférence, apparemment morts, mais sans présenter aucun des signes typiques d'une mort naturelle. Se tenant calmement à côté de la table, se trouvait un esclave qui ne fit aucune tentative pour fuir ou résister à son arrestation, offrant au contraire une confession complète de ses actes et une explication détaillée de ses méthodes. La confession de Solomon, enregistrée par le chef des constables et conservée dans les archives criminelles de Charleston, fournit aux autorités des informations qui permirent de résoudre non seulement les multiples décès de la soirée, mais aussi les morts mystérieuses qui avaient intrigué la communauté médicale de la ville pendant près de 2 ans. Le composé paralysant, la méthode d'administration, la sélection des victimes en fonction de leur implication dans la traite des esclaves, tout était documenté avec la même précision méthodique qui avait caractérisé la campagne de vengeance de Solomon. Le procès de Solomon Fairfax devint l'une des procédures judiciaires les plus controversées de l'histoire de Charleston avant la guerre de sécession, non pas en raison d'un doute quelconque sur sa culpabilité, mais à cause des questions morales que son affaire soulevait concernant l'esclavage, la justice et les limites de l'endurance humaine. L'accusation, dirigée par le procureur de district Charles Rutledge, présenta l'affaire comme une simple question de meurtre. Un esclave avait tué 9 citoyens éminents et devait être exécuté afin de maintenir l'ordre social. La défense, désignée par le tribunal et menée par l'avocat réticent Benjamin Crawford, faisait face à la tâche presque impossible de défendre un client qui avait avoué plusieurs meurtres tout en affirmant que ces meurtres étaient justifiés par la destruction systématique de sa famille. La stratégie de Crawford ne consistait pas à nier la culpabilité de Solomon, mais à exposer les réalités brutales du système esclavagiste qui avait créé les conditions d'une vengeance aussi désespérée. Le procès révéla des détails sur la traite des esclaves à Charleston qui avaient jusque-là été cachés à la vue du public. Les témoignages concernant les méthodes utilisées pour séparer les familles, la cruauté désinvolte des ventes aux enchères d'esclaves et l'impuissance juridique totale des personnes réduites en esclavage créèrent un miroir inconfortable pour une société qui préférait considérer l'esclavage comme une institution bienveillante. Le témoignage détaillé de Solomon, décrivant comment il avait vu sa famille détruite sans pouvoir intervenir, força l'élite de Charleston à affronter les conséquences humaines de son système économique. La couverture du procès par Thomas Grimby pour le Charleston Mercury provoqua une sensation dans tout le Sud. Ces articles, qui incluaient de longs extraits du journal de Solomon et des descriptions détaillées du composé paralysant, furent repris par des journaux de la Virginie à la Louisiane. L'histoire de l'esclave qui avait transformé ses connaissances médicales en instrument de vengeance devint une source de fascination et de terreur pour les propriétaires d'esclaves de toute la région. Les aspects médicaux des crimes de Solomon attirèrent une attention particulière de la part de la communauté scientifique. Le docteur Hathaway, dévasté d'apprendre que son assistant de confiance avait utilisé son cabinet comme base pour commettre des meurtres, fournit un témoignage détaillé sur les connaissances pharmaceutiques de Solomon et son accès à des composés exotiques. La révélation que des esclaves pouvaient posséder une compréhension sophistiquée de la chimie et de la toxicologie remit en question les idées reçues sur leur capacité intellectuelle et déclencha des débats sur la sagesse d'éduquer les personnes réduites en esclavage. Les 6 hommes qui avaient été paralysés dans le bâtiment Henderson & Associates fournirent les témoignages les plus dramatiques du procès. Tous avaient survécu à leur épreuve, bien que leurs expériences aient varié en horreur selon la durée pendant laquelle chacun était resté conscient après sa mort apparente. Leur récit, être allongé, paralysé mais pleinement conscient, entendre leur propre décès être prononcé et les arrangements funéraires discutés, donnèrent une compréhension viscérale de la vengeance de Solomon qu'aucun argument juridique ne pouvait transmettre. Le colonel Harrison Vance, l'un des survivants, décrivit la torture psychologique de son expérience. Je pouvais tout entendre, tout ressentir, mais je ne pouvais pas bouger ne serait-ce qu'une paupière. Quand ma femme pleurait sur mon corps, je voulais désespérément la réconforter, lui faire savoir que j'étais encore en vie. Mais j'étais piégé à l'intérieur de mon propre cadavre, complètement impuissant, tandis que l'on organisait mon enterrement. Si Solomon Fairfax voulait me montrer ce qu'était la terreur, il a réussi au-delà de toute mesure. La révélation que 3 des premières victimes de Solomon, le colonel Fitzpatrick,
le juge Calverton et le capitaine Dandridge avaient été enterrées vivantes, provoqua une indignation publique qui dépassa largement les frontières de Charleston. Des familles dans tout le Sud commencèrent à se demander si leurs propres proches décédés étaient réellement morts de cause naturelle, ou s'ils avaient été victimes d'un empoisonnement similaire. La demande d'exhumation et d'examen post-mortem submergea la communauté médicale de Charleston et créa un climat de suspicion qui dura des années. Solomon, quant à lui, resta calme et articulé tout au long de la procédure, ne montrant aucun remords pour ses actes, tout en exprimant seulement le regret de ne pas avoir pu mener à terme sa mission contre les 9 victimes qu'il avait désignées. Sa déclaration finale au tribunal offrit un résumé glaçant de ses motivations et de ses méthodes. « J'ai été formé pour préserver la vie et soulager la souffrance. Mais lorsque cette société a détruit ma famille, tout en qualifiant cela de légal et approprié, j'ai appris que le même savoir utilisé pour guérir pouvait aussi être utilisé pour assurer la justice. Je ne demande pas de clémence, car aucune clémence n'a été accordée à ma femme et à mes enfants. Je demande seulement que, lorsque vous me condamnerez, vous vous souveniez que je ne suis pas celui qui a créé le système qui rend une telle vengeance nécessaire. » La délibération du jury dura moins d'1 heure. Solomon Fairfax fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à mort par pendaison, un verdict qui ne surprit personne, compte tenu de l'ampleur de ses crimes et de la nécessité sociale de maintenir l'ordre dans une société esclavagiste. Cependant, la rapidité de la condamnation ne résolut pas les questions morales que son affaire avait soulevées concernant l'esclavage, la justice et l'humanité des personnes réduites en esclavage. Solomon fut exécuté le 15 octobre 1853 devant une foule de plus de 2000 personnes venues assister à la mort du criminel le plus tristement célèbre de Charleston. Ses dernières paroles, prononcées depuis l'échafaud avec la même certitude calme qu'il avait montrée tout au long de son procès, furent consignées par Thomas Grimby et publiées dans des journaux de tout le Sud. « Je meurs, en sachant que 9 hommes ont ressenti la terreur que mes enfants ont ressentie lorsqu'ils ont été vendus, arrachés à tout ce qu'ils aimaient. Cette certitude rend ma mort acceptable. Mais ce système qui crée un tel désespoir continuera, et d'autres familles souffriront comme la mienne. Lorsque cela arrivera, souvenez-vous que même l'homme le plus patient a des limites à ce qu'il peut endurer en silence. » Le corps de Solomon fut enterré dans une tombe anonyme à l'extérieur des limites de la ville de Charleston, conformément aux lois interdisant l'inhumation des criminels exécutés en terre consacrée. Son journal, cependant, confisqué comme pièce à conviction durant le procès, ne fut jamais restitué aux autorités après la conclusion de la procédure. Thomas Grimby, qui avait été autorisé à examiner le journal pendant sa couverture du procès, en avait copié de larges portions avant de rendre l'original au greffier du tribunal. Des années plus tard, alors qu'il préparait ses mémoires, Grimby décida d'enterrer le journal de Solomon sous le magnolia du cimetière Saint-Michel, près des tombes des hommes que Solomon avait tués. Le récit du journaliste, rédigé en 1889, expliquait sa décision. « Je ne pouvais me résoudre à détruire le témoignage d'une vengeance aussi méthodique, mais je ne pouvais pas non plus permettre qu'il inspire d'autres à des actions similaires. Peut-être que les générations futures, avec des perspectives différentes sur la justice et l'esclavage, seront mieux à même de comprendre la terrible nécessité qui a poussé Solomon Fairfax à devenir à la fois guérisseur et meurtrier. » La découverte du journal de Solomon en 1923, lors de la rénovation du cimetière, ainsi que celle des marques de griffures à l'intérieur de 9 cercueils, apporta la confirmation finale d'une histoire qui était passée dans la légende. Les preuves matérielles, les traces laissées par des ongles grattant désespérément les couvercles en bois des cercueils, démontrèrent que le récit de Thomas Grimby était exact dans ses moindres détails. Le gouvernement municipal de Charleston classa immédiatement la découverte comme matériel historique sensible et scella tous les documents relatifs à l'affaire. L'explication officielle invoquait des préoccupations de sécurité publique et le risque de tensions raciales. Mais beaucoup pensaient que la véritable motivation était de protéger la réputation de familles influentes dont les ancêtres avaient participé à la traite des esclaves ou en avaient tiré profit. L'héritage de la vengeance de Solomon Fairfax s'étendit bien au-delà des frontières de Charleston. Dans tout le Sud, d'avant la guerre de sécession, les propriétaires d'esclaves devinrent de plus en plus méfiants envers les esclaves instruits, en particulier ceux possédant des connaissances médicales ou un accès à des composés pharmaceutiques. De nouvelles lois furent adoptées pour restreindre l'accès des esclaves aux livres,
à la formation médicale et au savoir scientifique, les autorités reconnaissant que l'éducation pouvait transformer les opprimés en adversaires dangereux. L'affaire influença également le développement de la médecine légale aux États-Unis. Le composé paralysant exotique utilisé par Solomon incita à des recherches sur les méthodes de détection de toxines inhabituelles chez les personnes décédées, conduisant à des avancées dans les techniques d'examen post-mortem qui se révéleraient précieuses pour de futures enquêtes criminelles. Mais l'impact le plus significatif de l'histoire de Solomon fut peut-être son effet sur le débat national concernant l'esclavage lui-même. La révélation que même les esclaves, apparemment les plus dociles et loyaux, pouvaient nourrir des années de rage accumulées, remit en question les hypothèses fondamentales sur la stabilité et la justification morale de l'institution esclavagiste. Si un homme comme Solomon Fairfax, instruit, compétent et digne de confiance aux yeux de ses maîtres, avait pu planifier et exécuter une vengeance aussi méthodique, que révélait cela sur les véritables sentiments des millions d'autres personnes réduites en esclavage à travers le Sud? Cette histoire mystérieuse nous montre que même dans les chapitres les plus sombres de l'histoire américaine, des actes individuels de résistance pouvaient ébranler les fondations de systèmes que l'on croyait inébranlables. L'histoire de Solomon Fairfax nous rappelle que la justice retardée n'est pas toujours une justice refusée. Parfois, elle prend simplement une forme différente, plus terrible. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que les actions de Solomon étaient justifiées par la destruction de sa famille, ou que sa vengeance n'était qu'une autre forme de mal? Partagez votre opinion et vos réflexions sur ce récit glaçant du passé enfoui de Charleston. Si vous avez apprécié ce voyage sombre dans l'histoire cachée de l'Amérique et souhaitez découvrir d'autres récits révélant les secrets que nos ancêtres ont tenté d'oublier, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette histoire avec quelqu'un qui apprécie les vérités complexes dissimulées sous les récits officiels de notre nation. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous que le passé n'est jamais vraiment enterré. Il attend toujours d'être découvert par ceux qui ont le courage de creuser.